Je m'appelle Gérald. J'ai 56 ans. Et jusqu'à ce jeudi après-midi d'octobre, je pensais connaître ma femme Lorraine mieux que quiconque au monde. Tout a commencé par une idée si innocente. Lorraine travaillait encore tard, enchaînant ses journées de 12 et 14 heures qui vont de pair avec le poste de PDG de Meridian Technologies. Je préparais le dîner pour une personne depuis trop de soirs, mangeant seul pendant qu'elle m'envoyait des textos sur les réunions du conseil d'administration et les urgences des clients. Ce matin-là, elle était partie précipitamment sans son café habituel, et j'ai pensé que lui apporter son latte préféré et un sandwich maison pourrait égayer sa journée. L'immeuble de bureau du centre-ville brillait sous le soleil d'automne alors que je me garais sur la place de stationnement des visiteurs. Je n'étais allé au bureau de Lorraine qu'une poignée de fois au fil des ans. Elle disait toujours qu'il était plus facile de séparer le travail et la maison, et je respectais cette limite. Peut-être que je respectais trop de limites. J'ai franchi les portes vitrées en portant le café et le sac en papier, me sentant étrangement nerveux. Le hall était tout en marbre et en chrome, le genre d'espace d'entreprise intimidant qui me rendait reconnaissant de mon cabinet comptable tranquille. Un agent de sécurité était assis derrière un bureau imposant, sa plaque nominative indiquant « William ». « Bonjour », ai-je dit en m'approchant avec ce que j'espérais être un sourire confiant. « Je suis ici pour voir Lorraine Hutchkin. Je suis son mari, Gérald. » William a levé les yeux de son écran d'ordinateur, son expression passant de la courtoisie professionnelle à quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Il a légèrement incliné la tête, étudiant mon visage comme s'il essayait de résoudre une énigme. « Vous avez dit que vous êtes le mari de Madame Hutchkin ?» Sa voix portait une note de confusion qui m'a serré l'estomac. « Oui, c'est ça, Gérald Hutchkin. Je lui ai apporté son déjeuner. » J'ai brandi le sac, me sentant soudain ridicule. L'expression de William a complètement changé. Ses sourcils se sont haussés et puis il a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a ri, non pas un petit rire poli, mais un véritable rire perplexe qui a résonné dans le hall en marbre. « Monsieur, je suis désolé, mais je vois le mari de Madame Hutchkin tous les jours. Il vient de partir il y a environ 10 minutes. » William a fait un geste vers les ascenseurs avec une certitude désinvolte. « Le voilà qui revient. » Je me suis retourné, suivant son regard, et j'ai regardé un homme grand dans un costume anthracite coûteux traverser le hall d'un pas assuré. Il était plus jeune que moi, peut-être au milieu de la quarantaine, avec le genre de prestance confiante qui semblait posséder chaque pièce où il entrait. Ses cheveux foncés étaient parfaitement coiffés, ses chaussures polies jusqu'à un éclat miroir. Tout en lui criait le succès et l'autorité. L'homme a fait un signe de tête à William avec une aisance familière. « Après-midi, Bill. » Lorraine m'a demandé de prendre ses dossiers dans la voiture. « Pas de problème, monsieur Sterling. » Elle est dans son bureau. Frank Sterling. Je connaissais ce nom des histoires de travail de Lorraine. Son vice-président qui a rejoint l'entreprise il y a 3 ans, l'homme qu'elle mentionnait occasionnellement en passant. Toujours dans un contexte professionnel. Frank ceci, Frank cela, toujours des affaires. Mes mains se sentaient engourdies autour de la tasse de café. Le sac en papier a craqué alors que ma prise se resserrait involontairement. Tout en moi voulait parler, corriger cet énorme malentendu, mais ma voix m'avait complètement abandonné. William regardait maintenant entre Frank et moi, une confusion sincère plissant ses traits. « Je suis désolé, monsieur, mais êtes-vous sûr d'être le mari de Madame Hutchkin ? Parce que monsieur Sterling ici est marié avec elle. » Les mots m'ont frappé comme des coups. Marié avec elle. Au présent, pas, était marié, pas, prétend être marié, mais une simple déclaration de fait qui a brisé ma réalité. Frank s'est arrêté au milieu de sa foulée, son attention attirée par notre conversation. Quand ses yeux ont croisé les miens, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Pas de la culpabilité, pas de la surprise, mais de la reconnaissance. Il savait exactement qui j'étais. Y a-t-il un problème ici ? La voix de Frank était douce, contrôlée, la voix d'un homme habitué à gérer des situations difficiles. Quelque chose de froid et de calculateur m'a traversé l'esprit à ce moment-là. Chaque instinct me hurlait d'exploser, d'exiger des réponses, de créer la scène que cette situation méritait. Mais une sagesse plus profonde, née de 28 ans de lecture des gens et des situations dans ma pratique comptable, m'a dit de jouer le jeu. « Oh, vous devez être Frank », ai-je dit, forçant ma voix à rester stable. Lorraine vous a mentionné. Je suis Gérald, un ami de la famille. Le mensonge avait un goût amer, mais il m'a fait gagner du temps pour réfléchir.
Je déposais juste des documents pour Lorraine. Les épaules de Franck se sont légèrement détendues, mais ses yeux sont restés vigilants. Ah, oui. Lorraine vous a mentionné aussi. L'avait-elle fait? Que avait-elle dit? Elle est en réunion la plupart de l'après-midi, mais je peux m'assurer qu'elle reçoive ce que vous avez apporté. J'ai tendu le café et le sandwich, mes mouvements mécaniques. Dites-lui juste que Gérald est passé. Bien sûr. Le sourire de Franck était parfaitement professionnel, parfaitement normal, comme si nous n'avions pas juste eu la conversation la plus surréaliste de ma vie. Je suis retourné à ma voiture dans un état second, mes jambes bougeant sans direction consciente. L'air d'octobre était vif contre ma peau, mais je l'ai à peine remarqué. Tout avait l'air identique à mon arrivée il y a 30 minutes, mais mon monde avait fondamentalement changé. Assis sur le siège du conducteur, je fixais l'immeuble de bureau à travers mon pare-brise. 28 ans de mariage. 28 ans à partager un lit, une maison, des rêves, des peurs, des blagues privées que personne d'autre ne comprenait. 28 ans à croire que je connaissais cette femme complètement. Mon téléphone a vibré avec un texto de Lorraine. Je rentre encore tard ce soir. Ne m'attends pas. Je t'aime. Je t'aime. Les mots qui m'avaient autrefois réconforté ressemblaient maintenant à un autre mensonge dans ce qui était apparemment un tissu de tromperie auquel j'avais été aveugle. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de fois Franck avait-il été présenté comme son mari pendant que j'étais assis à la maison à préparer le dîner pour une personne, croyant ces histoires de réunions tardives et de dîners d'affaires? J'ai démarré la voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison à travers des rues familières qui semblaient soudain étrangères. Notre maison avait l'air la même. La maison coloniale en briques rouges que nous avions achetée lorsque Lorraine était devenue associée dans son cabinet précédent. Le jardin qu'elle avait insisté pour planter notre deuxième année là-bas. La boîte aux lettres avec nos deux noms imprimés en écriture soignée. Tout était exactement comme je l'avais laissé, sauf que maintenant je savais que tout était construit sur des mensonges. À l'intérieur, le silence semblait différent. Ce n'était pas le calme confortable d'une maison attendant le retour de ses occupants. C'était le vide creux d'un décor de théâtre, une façade soigneusement construite. J'ai traversé des pièces remplies de nos souvenirs communs, des photos de vacances, des photos de mariage, le bol en céramique que Lorraine avait fabriqué dans ce cours de poterie qu'elle avait suivi il y a 5 ans. Est-ce que tout cela avait été réel? Je me suis fait une tasse de thé et je me suis assis à la table de la cuisine, fixant le vide. Mon esprit n'arrêtait pas de rejouer la scène au bureau, cherchant des indices que j'avais manqués, des explications qui pourraient donner un sens à ce dont j'avais été témoin. Mais il n'y avait qu'une seule explication qui convenait, et c'était une que je n'étais pas prêt à accepter. La porte d'entrée s'est ouverte à 21h30, comme d'innombrables fois auparavant. Les talons de Lorraine ont cliqué sur le parquet, son trousseau de clés a tinté alors qu'elle le posait sur la table du hall. Des sons normaux d'une soirée normale, sauf que plus rien n'était normal. Gérald, je suis rentré. Sa voix portait la chaleur fatiguée à laquelle je m'étais habitué au fil des ans. Elle est apparue dans l'embrasure de la cuisine, l'air d'une PDG accomplie dans son tailleur bleu marine, ses cheveux blonds toujours parfaitement coiffés malgré sa longue journée. Comment s'est passée ta journée, ai-je demandé, la question automatique. Elle a soupiré en desserrant sa veste. Épuisante. Des réunions successives tout l'après-midi. As-tu déjà mangé? J'ai hoché la tête, étudiant son visage à la recherche de tout signe de tromperie, de tout indice qu'elle savait pour ma visite à son bureau. Il n'y avait rien. Son expression était exactement ce qu'elle avait toujours été, fatiguée, distraite, mais sincèrement heureuse de me voir. Je t'ai apporté du café aujourd'hui, ai-je dit prudemment. À ton bureau. Lorraine s'est arrêtée au milieu de son geste pour prendre un verre. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a changé dans son expression. Puis elle a souri. Tu as fait ça? Je n'ai pas eu de café. Je l'ai donné à Franck pour qu'il te le passe. Une autre pause, si brève que j'aurais pu l'imaginer. Oh, Franck a mentionné que quelqu'un était passé. J'avais des réunions successives tout l'après-midi, alors je l'ai probablement manqué. Elle s'est dirigée vers le réfrigérateur, le dos tourné. C'était gentil de ta part de penser à moi. Je l'ai regardé se verser un verre de vin, notant que ses mains restaient parfaitement stables. Soit elle disait la vérité, soit elle était la menteuse la plus accomplie que j'ai jamais rencontrée. Après 28 ans de mariage, j'étais terrifié de découvrir laquelle c'était. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une pantomime surréaliste de normalité.
Nous avons regardé les informations ensemble, discuté de nos projets pour le week-end, suivi la même routine du coucher que nous suivions depuis des décennies. Mais en dessous de tout cela, une terrible nouvelle conscience pulsait comme un second battement de cœur. Alors que Lorraine dormait à côté de moi, sa respiration profonde et paisible, je fixais le plafond et je me demandais avec combien d'autres mensonges j'avais vécu. Combien de fois était-elle rentrée après avoir passé la journée à être la femme de Franck, pour se glisser de nouveau sans effort dans le rôle de la mienne? Depuis combien de temps partageais-je ma vie avec quelqu'un qui en vivait une complètement différente quand je n'étais pas là? L'homme des chiffres en moi a commencé à calculer. 3 ans depuis que Franck a rejoint l'entreprise. Combien de nuits tardives? Combien de voyages d'affaires? Combien de fois avait-elle mentionné son nom en passant, me conditionnant à accepter sa présence dans sa vie professionnelle alors qu'il habitait en réalité quelque chose de bien plus personnel? Mais les questions qui me hantaient le plus n'étaient pas sur les délais ou les preuves. Elles étaient plus simples et infiniment plus dévastatrices. Qui était la femme qui dormait à côté de moi? Et avec qui avais-je été marié toutes ces années? Le lendemain matin est arrivé avec une normalité cruelle. Lorraine m'a embrassé sur la joue avant de partir au travail, le même rapide baiser qu'elle me donnait depuis des années. Elle portait son parfum préféré, celui que je lui avais acheté pour Noël il y a 2 ans. Tout en elle était familier, réconfortant, exactement comme cela avait toujours été, sauf que maintenant je savais que j'embrassais une étrangère. J'ai appelé mon bureau et j'ai dit à mon assistante que je travaillerais de la maison. Pour la première fois en 15 ans de pratique, je ne pouvais pas supporter l'idée de discuter de déclarations de revenus et de rapports trimestriels. Au lieu de cela, je me suis assis à ma table de cuisine avec une tasse de café qui a refroidi pendant que je fixais la tasse de café de Lorraine dans l'évier. Elle l'avait utilisée ce matin-là, comme toujours. Avait-elle pensé à Franck en buvant dedans? À midi, je me suis retrouvé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, fouiller dans les affaires de Lorraine. Non pas frénétiquement, non pas désespérément, mais avec la précision méthodique qui m'avait fait réussir en comptabilité. J'ai commencé par les endroits évidents, son bureau à domicile, le bureau où elle travaillait parfois le soir. Les tiroirs n'ont rien révélé de suspect. Des papiers de travail, du papier à en-tête de l'entreprise, des cartes de visite de clients que je reconnaissais de ces histoires. Tout était exactement ce qu'il devrait être pour une PDG qui ramenait occasionnellement du travail à la maison. Mais ensuite, j'ai trouvé quelque chose qui m'a serré l'estomac. Un reçu de restaurant de chez Laurent, le restaurant français du centre-ville où nous avions célébré notre anniversaire 3 années de suite, daté d'il y a 6 semaines, pour 2 personnes. 68,50 $. Je me souvenais clairement de cette nuit-là, car Lorraine m'avait dit qu'elle dînait avec une cliente potentielle, une cliente de Portland qui était en ville pour une seule soirée. J'ai fixé le reçu, mes mains tremblant légèrement. L'horodatage indiquait 20h15. Nous nous étions parlé au téléphone cette nuit-là vers 21h30. Elle avait l'air détendue, heureuse, décrivant sa réunion client exigeante mais productive. J'avais été fier d'elle d'avoir décroché ce qu'elle décrivait comme un contrat important. Mais ce n'était pas un reçu de dîner d'affaires. Pas de frais d'alcool qui accompagnerait un divertissement de client. Pas d'entrée ou de dessert que Lorraine commanderait pour impressionner un client potentiel. Juste 2 plats principaux et une bouteille de vin. Le genre de dîner intime que je pensais réservé à nous. Mon téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. Le nom de Lorraine est apparu sur l'écran. « Salut, chérie », ai-je répondu, surpris de la normalité de ma voix. « Salut, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu avais l'air un peu bizarre ce matin. » Sa voix portait une inquiétude sincère, le genre d'attention bienveillante qui m'avait fait tomber amoureux d'elle il y a 29 ans. « Juste fatigué, ai-je dit. Je n'ai pas bien dormi. Peut-être que tu devrais prendre une vraie pause aujourd'hui. Tu as travaillé si dur ces derniers temps. » L'ironie de sa suggestion ne m'a pas échappé. Pendant que je travaillais dur dans mon petit cabinet, elle avait apparemment travaillé dur à maintenir 2 vies distinctes. En fait, je pensais à ce dîner que tu as eu avec la cliente de Portland. Celui d'il y a environ 6 semaines. Comment ça s'est terminé? Une pause, si brève que la plupart des gens ne la remarqueraient pas. Mais après 28 ans de mariage, je connaissais les schémas de parole de Lorraine. Elle calculait. Oh, ça. Ça ne s'est pas passé comme nous l'espérions. Elle a décidé de faire affaire avec un cabinet local. Sa voix est restée stable, désinvolte. Pourquoi demandes-tu ça? Juste curieux. Tu semblais excité à ce sujet à l'époque.
Eh bien, on en gagne, on en perd. Je pouvais l'entendre taper à l'arrière-plan. Elle répondait probablement à des emails en me parlant, multitâche comme elle le faisait toujours. Je devrais retourner à la préparation de cette réunion du conseil. À ce soir. À ce soir. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté assis, fixant le reçu. Soit elle mentait à propos de la réunion client, soit elle mentait à propos du dîner. Quoi qu'il en soit, elle mentait. J'ai passé le reste de l'après-midi comme un détective dans ma propre vie, examinant des choses familières avec des yeux nouveaux. Les relevés de cartes de crédit que j'avais toujours regardés nonchalamment, faisant confiance à Lorraine pour gérer nos finances puisqu'elle gagnait 3 fois ce que je gagnais. Maintenant, je les étudiais ligne par ligne. Des frais de déjeuner les jours où elle me disait qu'elle apportait son repas pour économiser de l'argent. Des achats dans des stations-service de quartier de l'autre côté de la ville, loin de ses itinéraires habituels. Un achat de 37,12 $ chez Barnes & Noble un mardi après-midi alors qu'elle était censée être en réunions successives. Lorraine n'avait pas acheté de livres de loisirs depuis des années, prétendant qu'elle était trop fatiguée après le travail pour se concentrer sur autre chose que des magazines spécialisés. Mais la découverte la plus accablante est venue de son ordinateur portable. Elle l'avait laissé ouvert sur le comptoir de la cuisine, quelque chose qu'elle faisait plus fréquemment depuis 1 an. Je me suis dit que je le fermais juste pour économiser la batterie, mais mes yeux ont attrapé une bulle de notification dans le coin de l'écran. Frank Sterling lui avait envoyé une invitation de calendrier. Je n'aurais pas dû cliquer dessus. Je savais que je franchissais une ligne, que je violais sa vie privée d'une manière qui m'aurait horrifié 24 heures plus tôt. Mais 24 heures plus tôt, je croyais que ma femme était fidèle. L'invitation du calendrier était pour un dîner. Ce soir, 19 h, à Bella Corte, le restaurant italien qui était devenu notre restaurant pour les occasions spéciales, l'endroit où je l'avais demandé en mariage il y a 29 ans. La réservation était au nom de Frank. Ma poitrine s'est sentie oppressée alors que je parcourais d'autres entrées de calendrier. Des déjeuners avec Frank qui n'étaient pas étiquetés comme professionnels. Des rendez-vous chez le médecin que Lorraine ne m'avait jamais mentionné. Une retraite spa de week-end il y a 3 mois qu'elle m'avait dit être une conférence pour femmes cadres. Mais les entrées qui m'ont rendu physiquement nauséeux étaient les récurrentes. Café avec F, tous les mardis matins à 8 h. Des plans de dîner un jeudi sur 2. Une planification de week-end marquée pour ce samedi à venir, alors que Lorraine m'avait dit qu'elle devait travailler. Je regardais une vie parallèle, méticuleusement programmée et soigneusement cachée. Frank n'était pas seulement son collègue de travail ou même son amant. D'après ses entrées de calendrier, il était sa relation principale. J'étais la note de bas de page, l'obligation, l'inconvénient contourné. La porte du garage a grondé en s'ouvrant à 18 h 15. Lorraine était rentrée tôt, inhabituelle pour un jeudi. J'ai rapidement fermé l'ordinateur portable, mon cœur battant la chamade alors que j'entendais ses talons sur le carrelage de la cuisine. « Tu es rentrée tôt », ai-je dit, espérant que ma voix sonnait normale. Elle était magnifique, ai-je réalisé avec une vive douleur. Elle avait rafraîchi son maquillage. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, et elle portait la robe noire que je lui avais achetée pour son anniversaire l'année dernière, la robe qu'elle avait dit être trop chic pour un usage quotidien. J'ai réussi à finir plus tôt pour une fois. Elle est passée devant moi jusqu'au réfrigérateur, son parfum flottant derrière elle. Je pensais qu'on pourrait peut-être dîner dehors ce soir. Ça fait une éternité qu'on n'a rien fait de spontané. Le mensonge était si lisse, si parfaitement livré que j'ai failli le croire moi-même. Si je n'avais pas vu l'invitation du calendrier, j'aurais été ravi de sa suggestion. Je me serais précipité pour me changer, reconnaissant de cette attention inattendue de ma femme prospère et occupée. « Où pensais-tu aller ?» ai-je demandé. « Oh, je ne sais pas. Peut-être ce nouveau restaurant de sushi sur la 5e rue, où on pourrait essayer quelque chose de complètement différent. » Elle consultait son téléphone en parlant, ses doigts se déplaçant rapidement sur l'écran. Je l'ai regardée taper, me demandant si elle envoyait un texto à Frank. Annulait-elle leur dîner, le reportait-elle? Ou est-ce que cela faisait partie d'un jeu élaboré que je ne pouvais même pas commencer à comprendre? En fait, dit-elle en levant les yeux de son téléphone avec une déception apparente, je viens de me souvenir que j'ai cette conférence téléphonique avec le bureau de Tokyo. Ça m'était complètement sorti de l'esprit. Elle secoua la tête d'un air contrit. Partie remise. Bien sûr. Les mots sont sortis automatiquement, mais à l'intérieur, quelque chose de froid et de dur se cristallisait.
À quelle heure est ton appel? 19h30, ça pourrait durer jusqu'à 21 ou 22h. Tu sais comment sont ces choses internationales. Elle se dirigeait déjà vers les escaliers, vers notre chambre où elle gardait ses vêtements de travail. Je prendrai probablement quelque chose de rapide sur le chemin du retour au bureau. J'ai hoché la tête, jouant mon rôle dans cette tromperie élaborée. Je me ferai quelque chose ici. Elle s'est arrêtée au bas des escaliers, me regardant avec ce qui semblait être une affection sincère. Tu es si compréhensif, Gérald. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Les mots qui auraient dû me réchauffer le cœur ressemblaient plutôt à des pics à glace. Combien de fois avait-elle dit des variations de cela en se préparant à passer la soirée avec un autre homme? Combien de fois avais-je souri et lui avais dit au revoir en l'embrassant, l'envoyant sans le savoir à sa vraie vie? Je l'ai regardé monter les escaliers, écoutant ses mouvements dans notre chambre. Elle se changeait, quittant la robe noire, probablement pour quelque chose de plus professionnel pour sa conférence téléphonique. Ou peut-être pour quelque chose de complètement différent pour son dîner avec Franck. 20 minutes plus tard, elle est redescendue vêtue d'un chemisier bleu marine et d'un pantalon foncé, professionnel mais séduisant. Son maquillage était parfait, ses cheveux retouchés. Elle ressemblait à une femme se préparant pour une soirée importante, pas à quelqu'un s'installant pour une longue conférence téléphonique. J'essaierai de ne pas être trop tard, dit-elle en m'embrassant sur la joue, au même endroit qu'elle avait embrassé ce matin, mais maintenant cela ressemblait à une trahison au lieu d'une intimité. Prends ton temps. Je vais probablement me coucher tôt de toute façon. Elle a rassemblé son sac à main, sa sacoche d'ordinateur, ses clés. La même routine que j'avais regardée des milliers de fois. Mais maintenant, je savais que je regardais une actrice se préparant à quitter une performance pour une autre. La maison semblait différente après son départ. Pas vide, mais hantée. Chaque objet familier semblait se moquer de moi avec son faux réconfort. Les photos de mariage sur la cheminée, les souvenirs de vacances sur l'étagère, la table basse que nous avions choisie ensemble il y a 10 ans lorsque nous avions redécoré le salon. Tout cela était réel, mais rien ne signifiait ce que j'avais cru. Je me suis fait un sandwich et je me suis assis devant la télévision, mais je ne pouvais me concentrer sur rien. Mon esprit tournait en rond, revenant aux mêmes questions impossibles. Depuis combien de temps cela durait-il? Comment avais-je pu manquer les signes pendant si longtemps? Et le plus dévastateur de tous, notre mariage entier avait-il été un mensonge, ou quelque chose avait-il changé en cours de route? À 20h30, je me suis retrouvé à passer devant Bellacourt. Je me suis dit que j'allais juste à l'épicerie, que cette route était parfaitement normale. Mais quand j'ai vu la BMW argentée de Lorraine sur le parking du restaurant, garée à côté d'une Mercedes sombre que j'ai supposé appartenir à Franck, le dernier fil d'espoir auquel je m'accrochais s'est rompu. Ils étaient là-dedans en ce moment même, partageant le même genre de dîner intime que je pensais exclusif à notre mariage. Lui disait-il qu'il l'aimait? Riait-elle de ses blagues comme elle riait des miennes autrefois? Planifiait-il un avenir qui ne m'incluait pas? Je suis rentré chez moi dans un état second, le poids de ma nouvelle réalité s'installant autour de moi comme un lourd manteau. Ma femme depuis 28 ans vivait une double vie si complète, si parfaitement intégrée que j'y avais été complètement aveugle. La femme que je pensais connaître mieux que quiconque était une étrangère. Le mariage que je croyais solide n'était apparemment que l'histoire de couverture de sa vraie relation. Mais la prise de conscience la plus bouleversante était peut-être celle-ci, je n'avais aucune idée depuis combien de temps je vivais ce mensonge, et je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. La révélation est venue 3 jours plus tard, de la manière la plus banale qui soit. Je nettoyais le tiroir à bric-à-brac de la cuisine, quelque chose que je faisais tous les trimestres pour garder notre maison organisée, quand mes doigts se sont refermés sur une clé que je ne reconnaissais pas. Elle était en laiton, usée et lisse sur les bords, attachée à un porte-clés des appartements Harbor View de l'autre côté de la ville. Je l'ai fixée un long moment, mon esprit essayant de comprendre ce que je voyais. Nous étions propriétaires de notre maison, sans hypothèque, depuis 8 ans. Aucun de nous n'avait de raison d'avoir une clé d'appartement, encore moins une d'un complexe à 30 minutes de notre quartier. Cet après-midi-là, pendant que Lorraine était à ce qu'elle avait appelé une présentation client, je me suis rendu aux appartements Harbor View. Le complexe était agréable, haut de gamme mais pas ostentatoire, le genre d'endroit où des professionnels prospères pourraient garder une résidence secondaire discrète. Je suis resté assis dans ma voiture sur le parking des visiteurs, fixant la clé dans ma paume et me demandant si je voulais vraiment savoir quelle porte elle ouvrait. La réponse est venue quand j'ai vu la Mercedes de Franck se garer dans un espace numéroté. Je l'ai regardé sortir,
portant un sac d'épicerie et ce qui ressemblait à un nettoyage à sec. Il se déplaçait avec la familiarité aisée de quelqu'un qui rentre chez lui, pas de quelqu'un qui rend visite. Quand il a disparu dans le bâtiment C, j'ai attendu exactement 10 minutes avant de le suivre. La clé s'est parfaitement insérée dans la serrure de l'appartement 214. La porte s'est ouverte sur une vie que je n'avais jamais soupçonnée. Ce n'était pas une cachette temporaire ou un lieu de rencontre secret. C'était une maison entièrement meublée et habitée, avec des photos sur la cheminée, des livres sur les étagères et les coussins préférés de Lorraine disposés sur un canapé que je n'avais jamais vu auparavant. Mais ce sont les photos qui m'ont complètement anéanti. Lorraine et Franck à ce qui ressemblait à une fête de Noël d'entreprise, son bras autour de sa taille d'une manière possessive et intime. Les deux sur une plage que je ne reconnaissais pas, tous deux bronzés et détendus. Lorraine portant une robe d'été que je n'avais jamais vue. Franck lui embrassant la joue pendant qu'elle riait. Sa main gauche visible et notamment dépourvue de l'alliance qu'elle portait à la maison. J'ai traversé l'appartement comme un fantôme, cataloguant les preuves d'une relation qui était clairement bien plus qu'une liaison. C'était une seconde vie, complète et établie. Dans la chambre, les vêtements de Lorraine étaient suspendus à côté de ceux de Franck dans un placard partagé. Son parfum était sur la commode à côté de son eau de Cologne. La salle de bain contenait 2 brosses à dents, sa solution pour lentilles de contact, la crème pour le visage coûteuse qu'elle prétendait être trop chère à racheter quand elle en avait manqué il y a 6 mois. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai trouvé la preuve la plus dévastatrice de toutes. Un dossier intitulé « Plan futur » de l'écriture de Lorraine. À l'intérieur se trouvaient des annonces immobilières au nom de Franck, des brochures de vacances pour des voyages qu'elle ne m'avait jamais mentionnés, et un plan d'affaires pour l'expansion de Meridian Technologies avec Franck comme PDG et Lorraine comme présidente. Mais au bas du dossier se trouvait quelque chose qui m'a fait trembler les mains. Un résumé de consultation de Morrison & Associates, cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille. Le papier en tête était familier car Morrison & Associates était le cabinet qui avait géré nos mises à jour de testament il y a 5 ans. Selon le résumé, Lorraine les avait rencontrés 2 fois au cours des 4 derniers mois pour discuter des stratégies de divorce optimales pour les personnes à patrimoine élevé. Le document décrivait son approche avec des détails cliniques. Elle prévoyait de demander le divorce, invoquant des différends irréconciliables et un abandon émotionnel. La stratégie consistait à établir un schéma de ma prétendue indisponibilité émotionnelle, étayé par ce que l'avocat appelait des preuves d'incompatibilité de style de vie. Selon ce plan, ma préférence pour les soirées tranquilles à la maison serait présentée comme de l'isolement social. Ma satisfaction de mon petit cabinet comptable deviendrait un manque d'ambition. Mon contentement de notre mode de vie modeste serait recadré comme une incapacité à soutenir sa croissance professionnelle. Mais la partie la plus glaçante était le calendrier. Lorraine planifiait ce divorce depuis au moins 2 ans, documentant soigneusement les cas de ce qu'elle appelait mon comportement renfermé. Elle avait créé un récit de notre mariage qui me dépeignait comme un mari inadéquat qui était progressivement devenu émotionnellement indisponible. La femme avec qui j'avais vécu, que j'avais aimé, en qui j'avais eu confiance, avait systématiquement monté un dossier contre moi alors que je restais complètement inconscient. Je me suis assis sur leur canapé, entouré des preuves de leur vie commune, et j'ai essayé de comprendre l'ampleur de la tromperie. Ce n'était pas seulement une liaison qui avait mal tourné. C'était un remplacement calculé d'une vie par une autre. Franck n'avait pas seulement volé ma femme. Il avait systématiquement assumé mon rôle pendant que j'étais progressivement effacé de l'histoire. Mon téléphone a vibré avec un texto de Lorraine. Je rentre tard ce soir. Ne m'attends pas. Je t'aime. Je t'aime. Les mêmes mots qu'elle m'avait probablement envoyés de cet appartement même, peut-être pendant que Franck cuisinait le dîner dans leur cuisine ou pendant qu'ils planifiaient leurs prochaines vacances ensemble. Combien de fois m'avait-elle envoyé des messages d'amour tout en menant activement une vie complètement différente? J'ai tout photographié avec mon téléphone, mon esprit de comptable créant automatiquement la documentation dont j'aurais besoin plus tard, les photos, les documents juridiques, les preuves de leur résidence commune. Mais pendant que je travaillais, un calme étrange s'est installé en moi. Pendant 3 jours, j'avais été tourmenté par l'incertitude, par le fossé entre ce que je savais et ce que je soupçonnais. Maintenant, j'avais des réponses. Et bien qu'elles soient dévastatrices, elles étaient aussi clarifiantes. Lorraine n'avait pas seulement eu une liaison. Elle avait mené un plan élaboré à long terme pour passer d'une vie à l'autre, avec moi comme personnage secondaire involontaire de mon propre remplacement.
La femme avec qui j'étais marié depuis 28 ans avait passé les dernières années à m'effacer méthodiquement de son avenir tout en maintenant la façade de notre mariage. En rentrant chez moi, j'ai de nouveau trouvé l'ordinateur portable de Lorraine ouvert sur le comptoir de la cuisine. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai ouvert ses emails et j'ai trouvé une correspondance qui confirmait tout ce que j'avais découvert à l'appartement. Des messages entre Lorraine et Franck discutant du moment où faire la transition, des communications avec son avocat sur la préparation de Gérald aux changements inévitables, et même des emails à nos amis communs, les préparant subtilement à ce qu'elle appelait des décisions difficiles que je devrais prendre concernant mon mariage. Un email à sa sœur, Sarah, daté d'accent grave peine 2 semaines, était particulièrement dévastateur. Gérald est si distant ces derniers temps. Je pense qu'il traverse une sorte de crise de la quarantaine, mais il ne veut pas en parler. J'essaie d'être patiente, mais je ne peux pas sacrifier mon propre bonheur indéfiniment. Franck pense que je devrais envisager toutes mes options. En lisant cela, j'ai réalisé que Lorraine n'avait pas seulement mené une double vie. Elle avait activement réécrit l'histoire de notre mariage pour justifier sa sortie planifiée. Chaque soirée tranquille que j'avais passée à lire pendant qu'elle travaillait sur son ordinateur portable, chaque fois que je l'avais encouragée à poursuivre ses ambitions professionnelles même si cela signifiait moins de temps ensemble, chaque instance de mon soutien plutôt que de mon exigence avait été transformée en preuve de mon inadéquation en tant que mari. La partie la plus cruelle était de reconnaître comment elle avait manipulé mes propres réponses pour étayer son récit. Quand elle avait commencé à travailler plus tard et à voyager davantage, j'avais été compréhensif. Quand elle avait semblé stressée et distante, je lui avais donné de l'espace. Quand elle avait suggéré que nous avions besoin d'une meilleure communication, j'avais accepté une thérapie de couple, ne réalisant jamais que je lui fournissais du matériel à utiliser contre moi plus tard. Cette nuit-là, Lorraine est rentrée vers 23 heures, s'excusant pour sa soirée tardive avec un divertissement client. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a demandé comment s'était passée ma journée, la même routine que nous suivions depuis des années. Mais maintenant, je pouvais le voir pour ce que c'était, une performance conçue pour maintenir le statu quo jusqu'à ce qu'elle soit prête à exécuter sa stratégie de sortie. Comment s'est passé le dîner client, ai-je demandé, testant sa réaction. Productif, je pense. Nous essayons de décrocher ce gros contrat, et parfois ces choses nécessitent un peu plus de relation. Elle se déplaçait dans la cuisine avec une aisance étudiée, se préparant une tasse de thé. Franck était là aussi, bien sûr, puisqu'il gérera le compte si nous l'obtenons. Franck était là aussi. Bien sûr qu'il l'était. Je me suis demandé s'ils avaient ri de cette conversation plus tard dans leur appartement commun en planifiant leur avenir commun. C'est bien, ai-je dit. Toi et Franck travaillez bien ensemble. Lorraine s'est arrêtée, la tasse à mi-chemin de ses lèvres. Oui. Il comprend vraiment le côté commercial des choses. Il y avait quelque chose dans sa voix, une chaleur qu'elle réservait autrefois pour parler de moi. Il a été essentiel dans certaines de nos plus grandes victoires récemment. J'ai hoché la tête, jouant mon rôle dans cette mascarade élaborée. Mais à l'intérieur, je calculais. Combien de temps avais-je avant qu'elle ne demande le divorce? Combien de preuves supplémentaires avait-elle besoin de rassembler pour étayer sa stratégie? Combien de fois encore lui souhaiterais-je bonne nuit en l'embrassant alors qu'elle planifiait mon remplacement? Allongé dans mon lit cette nuit-là, écoutant la respiration paisible de Lorraine à côté de moi, j'ai réalisé que la femme avec qui j'étais marié depuis 28 ans avait essentiellement disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui pouvait maintenir ce niveau de tromperie avec une facilité apparente, quelqu'un qui pouvait planifier ma destruction émotionnelle et financière tout en acceptant mon amour et mon soutien. Mais la prise de conscience la plus dévastatrice de toutes était peut-être que j'avais vécu avec une étrangère pendant des mois, voire des années, sans jamais le soupçonner. La Lorraine que je pensais connaître, la femme autour de laquelle j'avais construit ma vie, avait été progressivement remplacée par quelqu'un capable de ce niveau de trahison calculé. La question n'était plus de savoir si mon mariage était terminé. La question était de savoir s'il avait jamais vraiment existé. J'ai choisi le samedi matin pour la confrontation. Lorraine était dans notre cuisine, vêtue de la robe de chambre jaune pâle que je lui avais achetée 3 Noëls auparavant, sirotant un café de sa tasse préférée tout en faisant défiler son téléphone. C'était le genre de scène domestique paisible qui m'avait autrefois comblé de contentement. Maintenant, cela ressemblait à regarder une performance à laquelle je ne pouvais plus prétendre croire. Il faut qu'on parle, ai-je dit, posant le dossier de preuves sur la table de la cuisine entre nous. Lorraine a levé les yeux de son téléphone, son expression passant d'une attention désinvolte à une conscience aiguë en voyant les documents.
Sa tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage qui aurait pu être du soulagement. « De quoi s'agit-il » a-t-elle demandé, mais sa voix manquait de la confusion qu'elle aurait dû porter. Elle savait exactement de quoi il s'agissait. « Je suis allé à ton appartement hier, celui de Harborview. » Je me suis assis en face d'elle, notant comment ses épaules se sont redressées, comment sa respiration est devenue plus contrôlée. J'ai utilisé la clé de notre tiroir à bric-à-brac. Lorraine a posé sa tasse avec une précision délibérée. Quand elle m'a regardé de nouveau, le masque était tombé. La femme aimante, la partenaire concernée, la femme qui s'excusait pour les nuits tardives et les longues réunions avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un que je reconnaissais à peine, quelqu'un dont les yeux contenaient une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Je vois. Sa voix était calme, pragmatique. « Qu'est-ce que tu sais ?» La question m'a frappé comme un coup physique. Pas de déni, pas de confusion, même pas de colère. Juste une enquête pratique sur l'étendue de ma découverte. Comme si nous discutions d'un problème commercial à gérer. Tout, ai-je dit. L'appartement, Franck, la planification du divorce, la stratégie juridique, tout. Lorraine a hoché la tête lentement, ses doigts tambourinant contre la table à un rythme que je reconnaissais de ses réunions de conseil. Elle calculait, traitait, décidait comment gérer ce développement inattendu dans son plan soigneusement orchestré. « Depuis quand le sais-tu » a-t-elle demandé. « Depuis jeudi, quand j'ai visité ton bureau et que l'agent de sécurité m'a dit qu'il voyait ton mari tous les jours. » Je me suis penché en avant, étudiant son visage à la recherche de tout signe de la femme que je pensais avoir épousée. Il parlait de Franck. Quelque chose qui aurait pu être de l'amusement a traversé les traits de Lorraine. Pauvre William. Il a toujours été un peu trop bavard. Elle a de nouveau pris son café, ses mouvements lents. Je suppose que cela complique les choses. Complique les choses ? Je pouvais entendre ma voix monter malgré mes efforts pour rester calme. Lorraine, nous sommes mariés depuis 28 ans. Tu as vécu avec un autre homme, planifié de divorcer de moi, et tout ce que tu peux dire, c'est que cela complique les choses ? Elle a soupiré, un son de légère irritation plutôt que de détresse. Gérald, ne soyons pas dramatiques. Nous savons tous les deux que ce mariage est terminé depuis des années. Nous le savons tous les deux ? Je l'ai regardé, cherchant toute trace de la femme qui m'avait embrassé au revoir tous les matins, qui avait dit qu'elle m'aimait il y a à peine 3 jours. Je ne savais rien. Je pensais que nous étions heureux. Le rire de Lorraine fut bref et totalement dépourvu d'humour. Heureux ? Gérald, quand avons-nous eu une vraie conversation pour la dernière fois ? Quand as-tu montré un intérêt pour ma carrière, mes objectifs, autre chose que ton petit cabinet comptable et tes soirées tranquilles à la maison ? J'ai toujours soutenu ta carrière. J'ai toujours été fier de ce que tu as accompli. Tu as été passif, a-t-elle corrigé, sa voix prenant le ton tranchant que je lui avais entendu utiliser avec des employés peu performants. Tu t'es contenté de me laisser porter le fardeau financier, les obligations sociales, la responsabilité de construire réellement une vie digne d'être vécue. Tu as été parfaitement heureux de te laisser porter par ta petite routine confortable pendant que je grandissais, que je changeais, que je devenais quelqu'un qui a besoin de plus que ce que tu as jamais été disposé à offrir. Chaque mot était comme une fléchette soigneusement visée, frappant des cibles dont je ne savais même pas qu'elles étaient vulnérables. Si tu ressentais ça, pourquoi ne m'as-tu pas parlé ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce dont tu avais besoin ? J'ai essayé, Gérald. Dieu sait que j'ai essayé. Mais chaque fois que j'ai évoqué de voyager davantage, d'agrandir ton cabinet, de déménager dans un meilleur quartier, tu as trouvé des excuses. Tu étais toujours parfaitement satisfait de ce que nous avions exactement, peu importe à quel point j'avais évolué. J'ai pensé à nos conversations au fil des ans, essayant de me souvenir de ces tentatives de communication qu'elle décrivait. Il y avait eu des discussions sur les voyages que j'avais prises pour de simples rêveries, des suggestions de déménagement que j'avais supposé n'être que des spéculations oiseuses, des commentaires sur mon cabinet que j'avais interprétés comme de légères taquineries plutôt que des critiques sérieuses. Alors, tu as décidé de me remplacer au lieu de travailler avec moi. L'expression de Lorraine s'est légèrement adoucie, mais pas avec affection. C'était le genre de patience douce qu'elle pourrait montrer à un élève lent. Je n'ai pas cherché à te remplacer. J'ai rencontré Franck il y a 3 ans quand il a rejoint l'entreprise. Il était tout ce que tu n'es pas, ambitieux, dynamique, intéressé à construire quelque chose de plus grand que lui-même. Au début,
ce n'était que du respect professionnel. Puis c'est devenu de l'amitié. Puis c'est devenu plus. Quand? La question est sortie comme un murmure. Quand? Quoi? Quand est-ce que c'est devenu plus? Elle y a réfléchi, inclinant la tête comme si elle essayait de se souvenir des détails d'une transaction commerciale. Il y a environ 2 ans. Franck venait de conclure son premier gros contrat avec nous. Nous sommes sortis pour fêter ça, et nous avons fini par parler jusqu'à 3 heures du matin de nos rêves, de nos plans, du genre de vie que nous voulions construire. C'était la conversation la plus stimulante que j'ai eue depuis des années. Tu es rentré à la maison cette nuit-là. Je me souviens, tu as dit que le dîner client avait duré tard. C'était le cas, d'une certaine manière. La voix de Lorraine était pragmatique, comme si elle décrivait quelque chose qui était arrivé à quelqu'un d'autre. C'est là que j'ai réalisé ce qui me manquait. Franck écoute quand je parle d'étendre l'entreprise à l'international. Il s'enthousiasme pour les mêmes opportunités qui m'enthousiasment. Il veut construire un empire, pas seulement maintenir une existence confortable. Et cela justifiait de me mentir pendant 2 ans? Pour la première fois, Lorraine a montré une lueur d'émotion réelle. Mais ce n'était ni de la culpabilité ni de la tristesse. C'était de l'irritation. Je ne mentais pas, Gérald. Je te protégeais d'une réalité que tu n'étais pas prêt à affronter. Notre mariage était déjà terminé. Tu ne voulais juste pas le voir. Notre mariage était terminé parce que tu as décidé qu'il était terminé, parce que tu as trouvé quelqu'un qui correspondait mieux à tes ambitions que moi. Notre mariage était terminé parce que tu as arrêté de grandir. Lorraine s'est levée, se dirigeant vers la fenêtre avec la grâce fluide qui m'avait d'abord attiré chez elle il y a près de 30 ans. J'espérais que tu développerais une passion pour quelque chose, n'importe quoi, au-delà de ta routine. Mais tu ne l'as jamais fait. Tu es resté le même homme à 56 ans que tu étais à 36, et je ne suis pas la même femme. J'ai fixé son profil contre la lumière du matin, reconnaissant la vérité dans ses paroles, même si elles me dévastaient. J'avais été satisfait de notre vie d'une manière qu'elle ne l'avait apparemment jamais été. J'avais trouvé l'épanouissement dans nos soirées tranquilles, nos modestes succès, notre routine stable. Pendant qu'elle rêvait de plus grandes choses, j'étais reconnaissant de ce que nous avions. Alors, toi et Franck avez prévu de vous débarrasser de moi. Lorraine s'est retournée vers moi, son expression professionnelle. Nous avons planifié notre avenir. Le divorce a toujours été nécessaire, mais nous voulions le gérer d'une manière qui serait la moins perturbatrice pour toutes les personnes impliquées. Le moins perturbateur? J'ai sorti le résumé de la consultation juridique. Tu as monté un dossier contre moi depuis des mois. Abandon émotionnel, incompatibilité de style de vie. Tu as documenté tout ce que je fais pour l'utiliser contre moi plus tard. Elle a eu la grâce d'avoir l'air légèrement mal à l'aise. L'avis juridique était de nous protéger tous les deux. Le divorce peut devenir moche si les gens ne sont pas préparés. Nous protéger tous les deux? Lorraine, tu as systématiquement détruit ma réputation auprès de nos amis, me faisant passer pour un mari inadéquat qui t'a poussé à chercher le bonheur ailleurs. J'ai été honnête sur l'état de notre mariage, a-t-elle dit sur la défensive. Si cela te met mal à l'aise, tu devrais peut-être te demander pourquoi. La logique circulaire était étourdissante. Elle avait été infidèle, trompeuse et manipulatrice. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était moi qu'on demandait d'examiner mon comportement. C'était un niveau de manipulation psychologique qui me laissait désarçonné, remettant en question mes propres perceptions. L'aimes-tu, ai-je demandé, me surprenant moi-même avec cette question. L'expression de Lorraine s'est adoucie pour la première fois de notre conversation, mais pas d'une manière qui m'offrait un quelconque réconfort. Oui. J'aime Franck d'une manière que je ne t'ai jamais aimé. Il me met au défi, m'inspire, me donne envie d'être meilleur que je ne le suis. Avec lui, j'ai l'impression de vivre au lieu de simplement exister. Et avec moi. Elle m'a regardé un long moment, son regard ni cruel ni gentil, juste honnête. Avec toi, je me sentais en sécurité, à l'aise, sans défi. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était suffisant. Mais ça ne l'est pas, Gérald. Je veux plus que la sécurité. Je suis resté assis en silence, absorbant le poids de ses paroles. 28 ans de mariage, et ce qu'elle avait le plus apprécié chez moi, c'était ma capacité à fournir sécurité émotionnelle et réconfort. Ce que j'avais vu comme de l'amour et un partenariat, elle l'avait vécu comme une stagnation et une limitation. Que se passe-t-il maintenant?
ai-je demandé. Lorraine s'est rassise, sa posture se détendant alors que nous passions à des questions pratiques. Maintenant, nous gérons cela comme des adultes. J'allais demander le divorce le mois prochain de toute façon. Cela ne fait qu'accélérer le calendrier. Le mois prochain? Franck et moi voulons nous marier d'ici Noël. Nous avons prévu une petite cérémonie, juste la famille immédiate. Elle a fait une pause, reconnaissant peut-être comment cela sonnait. J'espérais que nous pourrions rendre cette transition aussi douce que possible pour tout le monde. Tout le monde sauf moi. Gérald, tu iras bien. Tu as ton cabinet, tes routines, tes simples plaisirs. Tu seras probablement plus heureux sans la pression d'essayer de suivre quelqu'un comme moi. La condescendance dans sa voix était à couper le souffle. Même au milieu de la révélation de sa trahison complète, elle se positionnait comme celle qui me faisait une faveur en partant, comme si mon contentement de notre vie avait été un fardeau qu'elle avait généreusement porté toutes ces années. Je te faisais confiance, ai-je dit doucement. Je sais que tu le faisais. Et je suis désolé que ça se termine ainsi. Mais Gérald, nous méritons tous les deux d'être avec quelqu'un qui nous comprend vraiment. Tu mérites quelqu'un qui apprécie tes forces tranquilles, et je mérite quelqu'un qui partage mes ambitions. Elle réécrivait tout notre mariage comme une mésentente mutuelle plutôt qu'une trahison, transformant son infidélité en une sorte de faveur pour nous deux. C'était magistral à sa manière, cette capacité à recadrer une tromperie dévastatrice en une prise de conscience éclairée. Quand veux-tu que je déménage? Ai-je demandé. Lorraine a eu l'air surprise. Tu n'es pas obligé de déménager immédiatement. Nous pouvons régler les détails par l'intermédiaire de nos avocats. Je ne suis pas sans cœur, Gérald. Pas sans cœur, juste calculatrice, manipulatrice et capable de maintenir une tromperie élaborée pendant des années tout en planifiant mon remplacement. Mais pas sans cœur. Je me suis levé, me sentant plus vieux que mes 56 ans. Je contacterai un avocat lundi. Gérald, a-t-elle appelé alors que j'atteignais l'embrasure de la cuisine. Quand je me suis retourné, elle ressemblait presque à la femme que je pensais avoir épousée. Presque. Je suis vraiment désolé que ça se soit passé ainsi. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai étudié son visage, cherchant tout signe qu'elle comprenait l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Mais il n'y avait qu'un léger regret, le genre de tristesse polie que quelqu'un pourrait ressentir à propos d'une décision commerciale qui a malheureusement affecté d'autres personnes. Non, ai-je dit doucement. Tu voulais juste me remplacer. La douleur n'était qu'un dommage collatéral. Alors que je montais dans notre chambre, j'entendais Lorraine au téléphone. Sa voix était animée d'une manière qu'elle ne l'avait pas été pendant notre conversation. Elle appelait Franck, ai-je réalisé, lui disant que le secret était éventé, qu'ils pouvaient accélérer leur calendrier, que le mari gênant avait finalement été traité. Je me suis assis sur le bord de notre lit, entouré des restes d'une vie que j'avais cru réelle. La femme en bas n'était pas la personne que j'avais épousée, ou peut-être l'était-elle, et je ne l'avais tout simplement jamais vue clairement. Quoi qu'il en soit, le Gérald qui s'était réveillé ce matin en croyant en son mariage avait disparu, tout comme la Lorraine qu'il avait autrefois aimée. Demain, je commencerai le processus de démêlage de 28 ans de vie commune. Mais ce soir, je devais pleurer non seulement mon mariage, mais aussi l'homme que j'étais quand j'y croyais encore. Lundi matin, j'étais assis en face de David Morrison, le même avocat qui avait géré nos testaments il y a 5 ans. L'ironie ne m'a pas échappé que Lorraine ait consulté son cabinet pour divorcer de moi alors que je cherchais maintenant son aide pour me protéger de ses plans. Gérald, je dois vous dire que c'est l'une des stratégies de divorce les plus calculées que j'ai vues en 30 ans de pratique, a déclaré David, examinant les documents que je lui avais apportés. Votre femme a préparé ce dossier depuis très longtemps. J'ai hoché la tête, le regardant parcourir les photographies de l'appartement, les copies des notes de consultation juridique et les impressions des preuves soigneusement documentées de Lorraine contre moi. Quelles sont mes options? David s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir, son expression pensive. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que sa stratégie dépend de votre impréparation et de votre ignorance. Le fait que vous ayez découvert cela avant qu'elle ne dépose sa demande change tout. Il a tapoté le résumé de la consultation. Elle prévoyait de vous dépeindre comme étant émotionnellement indisponible et financièrement irresponsable, mais nous pouvons contrer ce récit. Comment? Avec des faits. Vous avez été le conjoint stable et solidaire pendant 28 ans. Vous n'avez jamais été infidèle. Vous avez soutenu son avancement de carrière et vous avez géré vos finances communes de manière responsable. David a souri d'un air sombre.
Plus important encore, vous avez des preuves de sa tromperie systématique et de son adultère. Cela compte, même dans un état sans faute. Au cours des 2 heures suivantes, David m'a expliqué la réalité de ma situation. Bien que le Texas soit en effet un état de communauté de biens, l'adultère et la tromperie de Lorraine pourraient avoir un impact sur la division des biens. Plus important encore, ces plans documentés pour manipuler la procédure de divorce pourraient sérieusement saper sa crédibilité auprès d'un juge. Il y a autre chose, ai-je dit en sortant un dossier que j'avais préparé pendant le week-end. J'ai fait une analyse financière. David a haussé un sourcil alors que j'étalais des feuilles de calcul et des relevés bancaires sur son bureau. C'est là que mon expérience en comptabilité est devenue inestimable. Pendant que Lorraine était occupée à documenter mes prétendues défaillances émotionnelles, j'avais discrètement suivi notre réalité financière. Lorraine gagne 200 000 $ par an en tant que PDG, ai-je expliqué. Mais nos dépenses communes ont dépassé son salaire d'environ 60 000 $ au cours des 3 dernières années. J'ai subventionné son style de vie sans m'en rendre compte. David a étudié les chiffres, son expression devenant de plus en plus intéressée. Comment? Mon cabinet génère environ 120 000 $ par an. J'ai mis 80 000 $ sur notre compte joint, ne gardant que 40 000 $ pour mes dépenses professionnelles et mes besoins personnels. Je pensais être généreux, lui permettant d'économiser une plus grande partie de son salaire pour notre avenir. J'ai montré une série de retraits de notre compte d'épargne. Mais elle a puisé dans nos économies communes pour entretenir l'appartement avec Franck. La révélation était dans les détails. Pendant que je vivais modestement et que je contribuais la majeure partie de mes revenus à nos dépenses communes, Lorraine avait utilisé nos ressources communes pour financer sa vie séparée. Le loyer de l'appartement, les dîners, les week-ends que je n'avais jamais pris, les cadeaux qu'elle avait offerts à Franck, tout cela avait été payé avec l'argent que j'avais gagné et contribué à ce que je croyais être notre avenir commun. C'est de la fraude, a dit sèchement David. Elle a utilisé des biens matrimoniaux pour financer une relation adultère tout en prévoyant de divorcer de vous. Cela aura un impact significatif sur la façon dont un juge considérera la division des biens. Mais je n'avais pas fini. Pendant le week-end, j'avais fait quelque chose qui semblait étranger à ma nature naturellement confiante. J'avais enquêté sur les transactions commerciales de ma propre femme. Ce que j'avais trouvé m'avait encore plus choqué que sa trahison personnelle. Il y a plus, ai-je dit en sortant un autre jeu de documents. Lorraine a positionné Franck pour qu'il assume plus de responsabilités chez Meridian Technologies. Mais selon les documents d'entreprise que j'ai trouvés, elle l'a fait d'une manière qui viole son devoir fiduciaire envers le conseil d'administration de l'entreprise. Les yeux de David se sont aiguisés. Expliquez. Franck a été embauché comme vice-président du développement commercial il y a 3 ans, mais Lorraine lui a systématiquement transféré des responsabilités qui devraient nécessiter l'approbation du conseil. Elle l'a essentiellement préparé à la remplacer en tant que PDG tout en se positionnant comme présidente. Mais elle n'a jamais présenté officiellement cette réorganisation au conseil. J'avais passé des heures à examiner des documents d'entreprise accessibles au public, à les croiser avec le plan d'affaires que j'avais trouvé dans leur appartement. La vision de Lorraine et Franck pour l'avenir de l'entreprise impliquait des changements structurels importants qui nécessiteraient l'approbation des actionnaires, mais selon les registres officiels, ces changements n'avaient jamais été correctement présentés ni votés. Elle a agi en supposant qu'elle pouvait unilatéralement restructurer l'entreprise au profit de sa relation avec Franck, ai-je poursuivi. Mais le conseil ne connaît pas leur relation personnelle, et ils ne connaissent certainement pas la réorganisation de l'entreprise qu'elle a mise en œuvre sans leur approbation. David prenait des notes rapidement. Maintenant, Gérald, il ne s'agit plus seulement de votre divorce. Si ce que vous dites est exact, Lorraine pourrait faire face à de graves conséquences professionnelles. Cette pensée ne me procurait aucun plaisir. J'avais aimé cette femme pendant 28 ans, et je ne prenais aucune joie à découvrir des preuves qui pourraient détruire sa carrière. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer la réalité qu'elle avait systématiquement trahi non seulement moi, mais aussi ses obligations professionnelles. Que recommandez-vous, ai-je demandé. Nous déposons la demande en premier, a dit David sans hésitation. Nous prenons les devants sur son récit et nous présentons les faits avant qu'elle ne puisse les déformer. Plus important encore, nous nous assurons que le conseil d'administration de Meridian Technologies comprenne ce qui s'est passé sous leur nez. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose qui allait à l'encontre de tous les instincts que j'avais développés au cours de nos 28 ans de mariage. J'ai cessé de protéger Lorraine des conséquences de ses actes. J'ai appelé Richard Hay, le président du conseil d'administration de Meridian.
Richard et moi nous étions rencontrés plusieurs fois lors de réceptions d'entreprise au fil des ans, et j'avais toujours apprécié son approche directe des affaires. Gérald, que puis-je faire pour vous? La voix de Richard était chaleureuse, sans méfiance. Richard, je dois porter à votre attention quelque chose concernant des problèmes de gouvernance d'entreprise chez Meridian. C'est compliqué, mais je pense que le conseil doit être au courant de certains changements structurels qui n'ont peut-être pas été correctement autorisés. Il y a eu une pause. Quel genre de changement structurel? J'ai passé les 20 minutes suivantes à exposer soigneusement ce que j'avais découvert, en m'en tenant aux faits et en évitant les détails personnels sur mon mariage. Richard a écouté sans interruption, ces questions devenant plus pointues à mesure que je décrivais la réorganisation non autorisée qui avait eu lieu. Mon Dieu, Gérald, êtes-vous en train de dire que Lorraine a mis en œuvre des changements majeurs dans l'entreprise sans l'approbation du conseil? Je dis que, sur la base des documents que j'ai vus, il semble y avoir un décalage important entre ce qui s'est passé sur le plan opérationnel et ce qui a été rapporté au conseil. Et vous me rapportez cela parce que... J'ai pris une profonde inspiration. Parce que je crois en l'intégrité de l'entreprise et parce que le conseil a le droit de savoir ce qui est fait en son nom. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau, ressentant un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. Pendant des années, j'avais été le mari solidaire qui réparait les dégâts de Lorraine, lissait ses raccourcis éthiques occasionnels et fournissait la base stable qui lui permettait de prendre des risques professionnels. Maintenant, j'étais celui qui créait des conséquences qu'elle devrait affronter. Ce soir-là, Lorraine est rentrée plus tard que d'habitude. Son visage était tendu par le stress, son attitude habituellement calme fissurée sur les bords. « Il faut qu'on parle », dit-elle en posant sa mallette avec plus de force que nécessaire. « De quoi ?» ? De l'appel que Richard m'a passé cet après-midi. De l'examen de la gouvernance d'entreprise que le conseil a soudainement décidé de mener. Ses yeux étaient durs, calculateurs. Du fait que mon propre mari essaie apparemment de détruire ma carrière. J'ai soutenu son regard fermement. J'ai partagé des informations factuelles sur une réorganisation d'entreprise qui semblait manquer d'autorisation appropriée, rien de plus. Ne joue pas à l'innocent avec moi, Gérald. Tu savais exactement ce que tu faisais. Oui, je le savais. De la même manière que tu savais exactement ce que tu faisais quand tu as passé 2 ans à planifier mon remplacement. Le sang-froid de Lorraine a finalement craqué. C'est différent, et tu le sais. Cela affecte ma réputation professionnelle, ma capacité à gagner ma vie. Ta liaison avec Franck affecte cela aussi. Le conseil finira par découvrir que tu as restructuré l'entreprise au profit de ta relation personnelle. Je leur ai juste donné une longueur d'avance. Elle m'a fixé un long moment, et je pouvais la voir réévaluer tout ce qu'elle pensait savoir de moi. Le mari passif et solidaire qui n'avait jamais contesté ses décisions avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui comprenait la valeur de l'information et n'avait pas peur de l'utiliser. « Que veux-tu » a-t-elle finalement demandé. « Je veux que tu arrêtes de me traiter comme si j'étais stupide, ai-je dit. Je veux que tu reconnaisses que tes actions ont des conséquences au-delà de ton bonheur personnel, et je veux que tu comprennes que je ne vais pas disparaître tranquillement juste parce que ce serait pratique pour ton nouveau plan de vie. » Lorraine s'est assise en face de moi, sa posture défensive. L'examen du conseil passera. Il n'y a rien d'illégal dans une restructuration opérationnelle. Peut-être pas illégale, mais une restructuration non autorisée qui profite à votre partenaire amoureux, ce sera plus difficile à expliquer, surtout quand le conseil réalisera que vous n'avez jamais divulgué votre relation avec Franck. Je pouvais la voir réfléchir aux implications, son esprit vif calculant les coûts politiques et professionnels de ses choix. Pour la première fois depuis que j'avais découvert sa trahison, Lorraine avait l'air sincèrement inquiète. « Qu'est-ce qu'il faudra pour que tout ça disparaisse » a-t-elle demandé. « Ça ne disparaîtra pas, Lorraine. Tu as mis cela en branle quand tu as décidé de mener une double vie. Maintenant, nous devons tous faire face aux conséquences. Tu détruis tout ce pour quoi j'ai travaillé. » J'ai secoué la tête. Tu l'as détruit toi-même. Je refuse simplement de t'aider à le couvrir plus longtemps. Cette nuit-là, alors que Lorraine passait des appels téléphoniques derrière des portes closes et que je pouvais entendre le stress dans sa voix, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait changé. Pendant 28 ans, j'avais été celui qui s'adaptait, qui accommodait, qui faisait de la place pour ses ambitions et ses choix. Maintenant, pour la première fois, c'était elle qui devait s'adapter à des conséquences qu'elle ne pouvait pas contrôler. Ce n'était pas de la vengeance, exactement.
C'était quelque chose de plus calme, mais de plus puissant, le simple refus de continuer à permettre à quelqu'un qui m'avait systématiquement trahi. Lorraine avait construit sa nouvelle vie en supposant que je resterais passif, prévisible, gérable. Elle était sur le point de découvrir à quel point cette supposition était fausse. Le lendemain matin, j'ai demandé le divorce, mais plus important encore, j'ai cessé d'être l'homme qui rendait la vie de Lorraine plus facile au détriment de sa propre dignité. Après 56 ans à croire que l'amour signifiait une accommodation sans fin, j'apprenais enfin que parfois, l'amour signifie savoir quand s'arrêter. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de mon nouvel appartement, préparant un café pour une personne, et trouvant une paix sincère dans la simplicité de ce geste. Le soleil du matin entrait à flot par les fenêtres que j'avais choisies, dans un espace qui était entièrement le mien, libéré du poids de la tromperie et de la fausse harmonie qui avait défini ma vie pendant si longtemps. Le divorce avait été prononcé il y a 3 semaines. Malgré les menaces et les manipulations initiales de Lorraine, les preuves que j'avais rassemblées avaient changé toute la dynamique de notre accord. Face à la preuve documentée de son adultère, de sa tromperie financière et de sa mauvaise conduite professionnelle, son avocat lui avait conseillé d'accepter une division des biens plus équitable que celle qu'elle avait initialement prévue. J'ai gardé la maison, celle que nous avions partagée pendant 20 ans, mais que j'avais en grande partie payée avec mes contributions à nos dépenses communes. Lorraine a gardé ses comptes de retraite et la moitié de nos économies, moins le montant qu'elle avait dépensé pour entretenir sa vie secrète avec Franck. C'était juste, d'une manière que sa stratégie de divorce initiale n'aurait jamais été. Mais la vraie satisfaction n'est pas venue de l'accord financier, mais de voir Lorraine faire face aux conséquences de choix qu'elle pensait pouvoir faire sans rendre de compte. L'examen de la gouvernance d'entreprise chez Meridian Technologies avait été approfondi et dévastateur. Bien que le conseil n'ait rien trouvé de pénalement répréhensible, ils ont découvert un schéma de prise de décision non autorisé et de conflit d'intérêts non divulgué qui avait sérieusement sapé la crédibilité de Lorraine en tant que dirigeante. Franck avait été licencié immédiatement une fois que sa relation avec Lorraine a été connue du conseil. Sa position de vice-président dépendait de son jugement professionnel non compromis par des intérêts personnels, et son implication amoureuse avec la PDG représentait un conflit d'intérêts irréconciliable. Lorraine avait réussi à garder son emploi, mais de justesse. Elle avait été mise à l'épreuve, son pouvoir de décision avait été considérablement restreint, et elle devait rendre des comptes à un directeur des opérations nouvellement nommé qui supervisait essentiellement chacun de ses mouvements. La femme qui avait bâti son identité sur le pouvoir et l'autonomie professionnelle travaillait maintenant sous une surveillance plus étroite qu'elle n'en avait connue depuis son premier emploi en entreprise il y a 20 ans. Leur appartement à Harborview avait été abandonné discrètement. Franck était retourné à Denver, prenant un poste dans une plus petite entreprise pour un salaire considérablement inférieur à ce qu'il gagnait chez Meridian. Lorraine avait emménagé dans un modeste appartement d'une chambre plus près de son bureau, une dégradation significative par rapport au luxe auquel elle s'était habituée. J'ai appris ces développements non pas par contact direct, mais par le petit réseau d'amis communs et de connaissances professionnelles qui colportent inévitablement les nouvelles dans une ville comme la nôtre. Certaines de ces personnes m'avaient contacté après le divorce, exprimant leur surprise face aux circonstances, et dans quelques cas, s'excusant d'avoir cru le récit soigneusement construit de Lorraine sur le déclin de notre mariage. Je n'en avais aucune idée, m'avait dit Sarah Martinez, une ancienne collègue de Lorraine, lorsque nous nous étions croisés à l'épicerie. Elle a fait croire que vous vous étiez éloignés progressivement, que c'était mutuel. Personne ne savait pour Franck. Ces conversations avaient été valorisantes d'une manière que je n'avais pas prévue. Pendant des mois, j'avais remis en question mes propres perceptions, me demandant si j'avais vraiment été un mari aussi inadéquat que Lorraine l'avait prétendu. Apprendre que même ses amis professionnels les plus proches avaient été trompés m'a aidé à comprendre que sa capacité de manipulation s'étendait bien au-delà de notre mariage. Mais le changement le plus profond n'était pas dans la situation de Lorraine ou dans la validation que j'avais reçue des autres. C'était dans ma propre relation avec moi-même. Pour la première fois depuis des décennies, je vivais sans le courant sous-jacent constant de l'insatisfaction de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais dépensé d'énergie à essayer d'anticiper les besoins de Lorraine, de m'accommoder de ses humeurs et de compenser ce qui manquait dans notre relation et que j'avais apparemment été trop obtus pour comprendre. Mon appartement était plus petit que notre maison, mais il semblait spacieux d'une manière qui n'avait rien à voir avec la superficie. Je pouvais lire le soir sans m'inquiéter que mon contentement des plaisirs simples soit d'une manière ou d'une autre décevant pour quelqu'un qui avait besoin de plus de stimulation. Je pouvais cuisiner les repas que je voulais vraiment manger au lieu d'essayer d'impressionner quelqu'un qui envoyait probablement des textos à son vrai partenaire tout en étant assis en face de moi. J'avais même commencé à sortir avec quelqu'un,
quelque chose que je pensais impossible à 56 ans après 28 ans de mariage. Margaret était une veuve que j'avais rencontrée par l'intermédiaire de mon église, une femme douce qui appréciait les conversations sur les livres et les dîners tranquilles sans avoir besoin qu'ils soient des productions. Elle trouvait mon contentement des plaisirs simples charmants plutôt que limitants, et son affection simple était une révélation après des années à essayer de gagner l'amour de quelqu'un qui le retirait systématiquement. La partie la plus étrange a été de réaliser à quel point j'étais plus heureux sans le mariage que je pensais me battre pour sauver. Lorraine avait eu raison sur une chose, nous étions devenus incompatibles. Mais pas de la manière qu'elle avait décrite. Elle était devenue quelqu'un qui pouvait maintenir des tromperies élaborées tout en acceptant l'amour de quelqu'un qu'elle trahissait activement. J'étais resté quelqu'un qui croyait en l'honnêteté, la loyauté et la possibilité de résoudre les problèmes ensemble. Sa version de la croissance avait nécessité de rejeter les valeurs qui avaient construit notre mariage. Ma version de la croissance consistait à apprendre à protéger ces valeurs des personnes qui les exploiteraient. Un soir de fin de printemps, j'étais assis sur le petit balcon de mon appartement, lisant et profitant du coucher de soleil, lorsque mon téléphone a sonné. Le nom de Lorraine est apparu sur l'écran, la première fois qu'elle appelait depuis la finalisation de notre divorce. J'ai failli ne pas répondre. Nous n'avions plus rien à nous dire, pas d'obligation commune qui nécessitait une communication. Mais la curiosité l'a emporté. Allô, Lorraine. Gérald. Sa voix semblait fatiguée, plus vieille en quelque sorte. J'espère que je ne te dérange pas. Que puis-je faire pour toi? Il y a eu une longue pause. Je voulais m'excuser pour la façon dont tout s'est passé, pour la façon dont j'ai géré les choses. J'ai attendu, ne disant rien. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, mais j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'ai fait, au choix que j'ai fait. Une autre pause. Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait subir. Non, en effet. Je me suis convaincu que notre mariage était déjà terminé, que j'étais juste honnête avec la réalité. Mais la vérité, c'est que je l'ai terminé bien avant de me l'avouer. Je l'ai terminé quand j'ai décidé que tu n'étais plus assez, au lieu d'essayer de travailler avec toi pour construire quelque chose de mieux. Je me suis retrouvé sincèrement curieux de cette conversation. Qu'est-ce qui a provoqué cette réflexion? Lorraine a laissé échapper un son qui aurait pu être un rire, mais sans humour. Perdre tout ce que je pensais vouloir. Franck et moi avons duré exactement 6 semaines après son déménagement à Denver. Il s'avère que notre grande histoire d'amour était plus une question d'excitation du secret et de frisson de planifier une nouvelle vie que de vouloir réellement vivre ensemble au quotidien. Je suis désolé de l'apprendre. Vraiment? Elle semblait sincèrement curieuse. J'ai réfléchi honnêtement à la question. Oui. Je suis désolé que tu aies jeté 28 ans pour quelque chose qui n'était pas réel. Je suis désolé que tu aies blessé tant de gens à la poursuite de quelque chose qui n'existait pas. Je suis désolé que tu aies découvert trop tard que ce que nous avions avait en fait de la valeur. Penses-tu parfois à ce qui aurait pu se passer si je t'avais juste parlé? Si j'avais été honnête sur mon sentiment d'agitation au lieu de créer toute cette tromperie élaborée? Parfois, ai-je admis. Mais Lorraine, le problème n'était pas que tu te sentais agité ou que tu voulais plus de la vie. Le problème, c'est que tu as choisi la tromperie et la trahison au lieu d'une communication honnête. Tu as choisi de me remplacer au lieu de travailler avec moi. Je le sais maintenant. Vraiment? Parce que même dans ces excuses, tu te concentres sur le résultat qui n'a pas fonctionné pour toi, pas sur les dommages que tu as causés en cours de route. Tu es désolé que ta stratégie ait échoué, pas désolé que ta stratégie ait impliqué de mentir systématiquement à quelqu'un qui t'aimait. Le silence s'est étiré entre nous. Tu as raison, a-t-elle finalement dit. Même maintenant, je ramène encore tout à moi. Oui, c'est ce que tu fais. J'espère que tu es heureux, Gérald. J'espère que tu as trouvé quelqu'un qui apprécie ce que j'étais trop égoïste pour valoriser. Je l'ai trouvé. Elle s'appelle Margaret, et elle est tout ce que tu n'as jamais été, honnête, gentille et capable d'aimer sans manipulation. Bien. Tu le mérites. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté assis sur mon balcon alors que le soleil finissait de se coucher, pensant à l'étrange voyage qui m'avait mené à cette soirée paisible. Il y a 1 an, je vivais un mensonge sans le savoir, marié à quelqu'un qui planifiait systématiquement mon remplacement tout en acceptant mon amour et mon soutien. Maintenant, j'étais seul mais pas solitaire, recommençant à zéro mais pas à partir de rien. J'avais appris que le contentement n'était pas un défaut de caractère et que ma capacité de loyauté et de confiance, bien qu'elle m'ait rendu vulnérable à l'exploitation,
était aussi ce qui me rendait capable d'une véritable intimité avec quelqu'un qui partageait ses valeurs. Lorraine avait vu ma satisfaction de notre vie tranquille comme une preuve de mes limites. Margaret la voyait comme une preuve de ma capacité à trouver de la joie dans une connexion authentique plutôt que d'avoir besoin d'une validation externe constante. La différence n'était pas dans ce que j'offrais, mais dans qui le recevait. En me préparant pour la nuit, j'ai réfléchi à quelque chose qui aurait surpris le Gérald d'il y a un an. J'étais reconnaissant de la trahison de Lorraine. Non pas parce que j'avais apprécié la douleur de la découverte ou la difficulté du divorce, mais parce qu'elle m'avait libéré d'une relation qui tuait lentement mon esprit. Pendant des années, j'avais essayé d'être assez pour quelqu'un qui avait décidé que je ne l'étais pas. J'avais accepté l'amour comme un cadeau conditionnel qui pouvait être retiré si je ne répondais pas à des normes évolutives que je n'étais jamais autorisé à comprendre. J'avais vécu dans la peur de décevoir quelqu'un qui planifiait déjà mon remplacement. Maintenant, je vivais avec quelqu'un qui m'aimait, non pas malgré mon contentement des plaisirs simples, mais à cause de cela. Quelqu'un qui voyait ma loyauté comme un cadeau plutôt qu'une attente, mon honnêteté comme un trésor plutôt qu'un fardeau. À 56 ans, j'avais appris que parfois, la meilleure chose qui puisse vous arriver est de perdre quelque chose que vous pensiez ne pas pouvoir vivre sans. Parfois, la liberté se déguise en perte. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de cesser de permettre à quelqu'un qui vous a systématiquement trahi. Lorraine avait eu raison sur une chose, nous méritions tous les deux d'être avec quelqu'un qui nous comprenait vraiment. Elle méritait quelqu'un capable du même niveau de tromperie et de manipulation qu'elle, et je méritais quelqu'un dont l'amour ne venait pas avec des conditions, des dates d'expiration et des stratégies de sortie. En éteignant les lumières de mon petit appartement honnête, j'ai réalisé que pour la première fois depuis des années, j'étais exactement là où je devais être.